Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Un nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous sommes à la résidence de France pour ce rendez-vous avec le nouvel ambassadeur de France au Burkina Faso, M. Xavier Lapère de Cabane, qui nous reçoit à la résidence de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc de recevoir l'équipe de la télévision Burkina Info. Alors, on sait bien que vous venez de la Bulgarie, à Ouagadougou. Comment M. Xavier Lapère de Cabane a vécu ce trajet-là? Eh bien, en quelques heures. J'étais en Bulgarie le matin du 16 septembre et le soir du 16 septembre, j'étais au Burkina Faso. Donc vous voyez, c'est rapide. Si vous me parlez de l'adaptation, eh bien, ça prend forcément du temps quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Mais si je peux me permettre de vous faire un compliment, à vous, pas personnellement, mais au peuple burkinabé, c'est facile d'arriver au Burkina Faso parce que vous êtes très accueillant. Donc, voilà, pour un ambassadeur qui arrive, on est tout de suite bien reçu. Vous avez l'air très jeune, mais vous avez 53 ans aujourd'hui. Oui, le Burkina Faso est votre première expérience donc, en tant qu'ambassadeur. Il y a eu Djibouti, on se rappelle bien de ce passage où vous étiez premier secrétaire à ce niveau-là. Mais alors, vous avez 53 ans aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu des appréhensions quand on vous a fait appel pour venir diriger l'ambassade de France au Burkina Faso? Oui, bien sûr, parce que diriger une ambassade, c'est toujours une responsabilité. J'étais ambassadeur auparavant en Bulgarie, mais je n'avais pas été ambassadeur en Afrique et pas non plus donc, en Afrique francophone. Et comme le Burkina Faso, c'est un pays important pour la France, compte tenu des liens anciens que nous avons et puis qui sont encore très denses, avec une ambassade importante, avec beaucoup d'agents, beaucoup de diplomates, beaucoup de gens qui travaillent dans la coopération, que ce soit la coopération civile, la coopération policière, la coopération militaire. Nous avons donc, j'ai une grosse équipe et donc c'est beaucoup de responsabilités, surtout que vous êtes un pays, encore une fois, qui compte pour la France. Donc, alors, est-ce que vous avez tenté de savoir un peu l'histoire récente de ce pays quand on sait que le pays a été touché par l'insurrection d'octobre 2014, le coup d'État de septembre 2015 et le retour à la démocratie aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors non seulement l'histoire récente, mais l'histoire plus ancienne, parce que l'histoire récente, je dirais, on peut la lire dans les rapports que les collègues ont fait auparavant, des nos notes prédécesseurs. diplomatiques, hein? Voilà, des notes diplomatiques, exactement. Ça, c'est des choses importantes. Et puis, on peut discuter avec le prédécesseur ou les prédécesseurs. Donc, j'en ai rencontré quelques-uns. Puis, j'ai rencontré des gens à Paris qui connaissent le Burkina Faso, qui travaillent avec le Burkina Faso, etc. Mais j'ai aussi appris... lu des livres sur l'histoire plus ancienne de votre peuple, enfin, ou des peuples qui forment aujourd'hui le peuple burkinabé, avant la colonisation, pendant la période de colonisation, après, etc. Donc, parce qu'il est important de connaître l'histoire de votre pays pour savoir dans quel pays on arrive quand on est un diplomate étranger. Donc, en venant au Burkina, vous êtes venu remplacer Gilles Thibault, oui, qui a connu beaucoup donc, de péripéties dans sa gestion de l'ambassade du Burkina Faso, de l'ambassade de Paris, de France au Burkina Faso. Alors on sait bien également qu'il y a eu donc l'insurrection, j'ai parlé encore du coup d'État, mais également du retour à la démocratie. On a beaucoup parlé d'ingérence de la France donc, dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Est-ce que c'est finalement le sentiment qu'il vous a laissé en quittant le Burkina Faso? Écoutez, moi j'ai discuté pas mal avec Gilles Thibault, que je connais depuis une quinzaine d'années déjà. Je n'ai pas souvenir qu'il m'ait dit qu'il avait fait de l'ingérence ou qu'il avait l'impression lui-même de s'être beaucoup impliqué. Enfin, évidemment, il a fait son travail d'ambassadeur, je pense. Je ne suis pas là pour juger ce qu'a fait mon prédécesseur. L'exfiltration de Blaise Compaoré, l'aide apportée à Michel Kafando, président de la transition. Voilà, il est allé chercher le président Kafando, il est allé l'aider à être libéré. Mais de toute façon, c'était une position qui était générale au Burkina Faso. Je comprends qu'à l'époque, tous les Burkinabés voulaient revenir à la transition avant les élections. Donc, je pense qu'il a fait son travail, mais je ne suis pas là pour commenter ce qu'a fait mon prédécesseur. D'accord. Alors aujourd'hui, le Burkina Faso est confronté à d'énormes difficultés liées donc au terrorisme. On sait bien que la France apporte son soutien dans cette partie ouest africaine qui est touchée aujourd'hui par cette barbarie. À ce niveau, on trouve que vous ne faites pas assez. Parce que vous auriez pu nous être plus utile sur les questions de renseignement, d'apport également de formation militaire et tout. Alors, le terrorisme, c'est quelque chose qui touche le Burkina Faso depuis pas très longtemps. Ça fait 2 ans qu'il y a eu les tout premiers attentats. Puis ça s'est poursuivi, si on peut dire, de façon un peu perlée, vous voyez, par
il y a eu relativement régulièrement, presque on peut dire, des attentats, des attaques contre des postes de police, de gendarmerie, des postes militaires. Il y a eu un très gros attentat à Ouagadougou il y a un peu plus d'un an, et puis une très grosse attaque au mois de décembre à Nassoumbou, avec quand même un très grand nombre de morts le 12 décembre. Donc c'est quelque chose qui est maintenant... Et puis il y en a eu encore la semaine dernière avec ce professeur qui a été assassiné dans le Soum. Donc on voit bien que c'est quelque chose maintenant qui est malheureusement un peu implanté au Burkina Faso comme menace, avec une menace qui est originaire du Burkina Faso. Elle vient de votre pays. Elle peut se réfugier au Mali, etc. Mais il y a des gens qui sont des Burkinabés et qui utilisent le terrorisme. Donc vos renseignements vous disent clairement que le ver est dans le fruit. C'est pas mes renseignements. Il suffit de lire la presse, il suffit de discuter avec les autorités. Enfin voilà, c'est clair qu'il y a au Burkina Faso, dans la province du Soum, des personnes qui veulent commettre des attentats terroristes, ou en tout cas qui en ont déjà commis. Alors, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, donc, le terrorisme qui est une réalité au Burkina Faso, vous l'avez dit il n'y a pas très longtemps, qu'il y a donc des Burkinabés aujourd'hui. On a l'exemple de Malam Dicko, que tout le monde connaît effectivement être un Burkinabé. Est-ce qu'au niveau des renseignements qui vous parviennent en tant qu'ambassadeur aujourd'hui, il faut s'inquiéter notamment de cette montée de l'extrémisme dans cette partie du Burkina Faso? Que j'ai des renseignements ou pas, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir des renseignements particuliers pour s'inquiéter du risque terroriste dans le nord du Burkina Faso. Tout le monde en est témoin, tout le monde le constate. C'est quelque chose qui est un fait. Les Burkinabés qui font du terrorisme au nord du Burkina Faso ont peut-être des connexions au Mali, au Niger, sont peut-être en groupe avec des Maliens ou des Nigériens. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations sur ce sujet-là, mais il est clair que l'impression qu'on peut retirer des informations que l'on a sont que le Burkina Faso est devenu une cible. Pour nous, Français, c'est très grave. Parce que, d'abord, nous avons une relation, comme je disais tout à l'heure, une relation très proche avec votre pays, et nous avons des intérêts dans votre pays, économiques, des Français aussi qui sont présents, culturels, des liens très anciens et très forts, qui font que nous sommes attachés à ce que le Burkina Faso ne soit pas agressé. Ensuite, nous avons un intérêt plus large et plus global à ce que toute la région du Sahel, la bande saharo-sahélienne, comme on dit, soit stable. Nous savons qu'elle ne l'est pas. C'est pour ça qu'il y a des forces françaises dites Barkhane. Que beaucoup trouvent aujourd'hui qu'ils ne font pas assez, ces soldats français. Attendez, il faut être patient. Que les forces françaises Barkhane, qui sont déployées dans les 5 pays du G5 Sahel, donc Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, que ces forces-là viennent en appui des forces locales, des forces nationales, mauritaniennes, maliennes, burkinabées, nigériennes et tchadiennes, pour pour les aider en quelque sorte à limiter la menace terroriste. Non, la France est un pays européen, la France n'est pas un pays africain. La France vient là donc en appui, elle vient là pour soutenir, pour former, pour éventuellement donner des renseignements qu'elle aurait pu obtenir par des canaux, par des canaux particuliers. Bon, elle vient partager son expérience, elle vient éventuellement apporter son aide militaire. Pour préserver éventuellement aussi ses intérêts en Afrique, sans doute. Le précaré français, bien entendu. Non, là, je ne sais pas ce que c'est que le précaré français. À mon avis, c'est un slogan, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Ce qui compte pour nous, c'est que le Sahel et les 5 pays du Sahel ne soient pas une base de terrorisme qui puisse nuire non seulement aux 5 pays du Sahel, mais à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie, donc aux pays d'Afrique du Nord qui sont nos voisins, presque. Il n'y a que la Méditerranée entre nous et les pays du Maghreb. Et in fine, avec notre territoire. Parce que nous savons que les terroristes, quand ils disposent d'une base quelque part, ils peuvent agir n'importe où dans le monde. Nous l'avons vu en 2001 avec des attentats qui se sont commis à New York, préparés en Afghanistan. Nous l'avons vu en 2015 et 2016 en France avec des attentats qui ont été commis en France, en Belgique aussi d'ailleurs, en Europe je veux dire, mais qui ont été préparés depuis la Syrie.
Donc nous avons nous-mêmes un intérêt à ce que vos pays soient le plus stables possible et luttent le mieux possible contre le terrorisme. Lorsque les États de la région du Sahel nous demandent notre aide, quelque forme que ce soit, nous essayons de l'apporter dans la mesure de nos moyens. Nous ne sommes pas une puissance qui peut résoudre tous les problèmes. Nous le faisons pour permettre ensuite que les pays du Sahel, la Mauritanie, encore une fois, le Mali, le Burkina, le Niger, règlent ensuite leurs problèmes et retrouvent une sécurité et une stabilité. Alors, quand on fait le constat aujourd'hui, ce sont donc les troupes burkinabèennes, nigériennes et maliennes qui sont en première ligne donc, dans cette lutte. Est-ce que la France ne peut pas être plus utile en matière de renseignement pour aider justement ces pays-là? Alors, d'abord, évidemment, c'est les forces locales qui sont en première ligne, c'est normal. Les forces nationales, c'est normal, chacun défend son territoire. Mais il y a des soldats français qui sont là, il y a 4000 soldats français dans toute la zone du Sahel. Vous pouvez me dire que ce n'est pas beaucoup, vu la taille de la zone, mais ils sont quand même surtout concentrés sur des actions là où c'est nécessaire, là où il y a des terroristes à combattre. Donc, ils agissent surtout au Mali. Sur des renseignements pour essayer d'apporter de l'appui, de l'aide aux Maliens, aux Burkinabés aussi, si c'est nécessaire, aux Nigériens, pour mettre hors d'état de nuire des groupes terroristes. Ça nécessite beaucoup de travail, parce qu'il faut recueillir du renseignement, et la zone est énorme, savoir où sont les gens, quelles sont les personnes les plus dangereuses, à quel endroit ils sont, qu'est-ce qu'ils ont comme armes, comment on va pouvoir les combattre, etc. etc. C'est tout un travail de militaire qui demande beaucoup de temps. Accessoirement, mais ça ne fait pas tellement accessoire, nous ne sommes pas chez nous. Au Mali, au Niger, au Burkina, on est dans des pays étrangers. Donc il est impératif que nous travaillions toujours en bonne entente et à la demande des autorités locales. On ne va pas venir comme ça en disant il y a un problème chez vous, on va le régler. Non, pas du tout. C'est pas du tout notre façon de faire. Vous venez parce qu'on vous a fait appel, c'est ça? Bien sûr, évidemment. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous vous inscrivez dans la logique de toutes les personnes qui pensent aujourd'hui que les soldats français doivent finalement quitter l'Afrique? Mais écoutez, il y a eu un plaidoyer qui a été lancé lancé par des OSC dans ce sens écoutez, à un moment donné. Nous sommes ici, nous sommes en Afrique, Barkhane, donc dans la zone du Sahel, avec des troupes au Sénégal, stationnées pour plus longtemps, et à Djibouti, à la demande des gouvernements. Si les gouvernements nous disent on ferme les bases, voilà, on ferme les bases. Vous êtes des États indépendants. Il est clair que si les gouvernements africains souhaitent que des troupes françaises soient présentes, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt. Pas simplement en tant que gouvernement, puisque nous ne sommes pas là pour défendre les gouvernements. Lorsque nous agissons, c'est pour assurer la stabilité, pour assurer la sécurité de l'État, du pays dans son entier, pas d'un gouvernement particulier. On n'est pas là pour ça, c'est pas notre métier. Alors parlons toujours donc de cette contribution de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, notamment vous avez le Mali, le Niger, donc le Burkina Faso aujourd'hui qui est un pays fragilisé sans doute dans cette partie du territoire. On vous reproche toujours d'être ce pays-là qui peint une partie du territoire en rouge pour dire c'est très dangereux de ne pas y aller alors qu'on sait que Paris aussi est une zone rouge aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors on peut toujours critiquer les cartes. Bien entendu. On peut même éventuellement en critiquer le principe. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des cartes? Maintenant, on ne fait pas des cartes simplement pour le plaisir et on ne peint pas les zones en rouge alors que tout est calme. C'est vrai que dans la région du Soum ou dans d'autres régions limitrophes du Mali ou du Niger, la situation est dangereuse. Pas nécessairement parce que la menace vient du Burkina Faso, mais parce qu'elle vient des pays voisins. J'étais il y a un mois et demi, 2 mois, à l'Anfiera pour une cérémonie. Je passe sur la cérémonie. Et donc, j'ai été très bien accueilli, évidemment. Je parlais les chefs du village, chefs du canton, etc. C'était d'ailleurs très, très émouvant. Et j'ai discuté avec les chefs traditionnels qui m'ont expliqué, oui, il y a des Maliens qui passent au marché à côté, que ce soit à l'Anfiera ou dans des villes proches, qui viennent vendre leurs produits. Mais parfois, on voit des gens en armes. Bon, pas très bien qui c'est. Ils viennent, ils repassent de l'autre côté, on ne sait pas forcément qui c'est. Donc si vous voulez, le passage est facile, il y a juste une rivière à traverser, enfin, c'est pas Moon, bon, c'est pas
quelque chose d'anormal, c'est logique. Je veux dire, c'est deux pays voisins, deux zones frontalières, c'est normal que les gens veuillent commercer entre eux. Mais parfois, on voit des gens, m'ont-ils dit, dont on se demande s'ils ne sont pas potentiellement dangereux. Donc, même s'il n'y a pas eu d'attentat dans cette zone-là, il nous paraît légitime de dire aux Français, attention, faites attention, il peut y avoir des gens dont on ne sait pas très bien qui ils sont. C'est un petit peu ça l'idée. L'idée n'est pas de stigmatiser une région ou un pays ou une zone. Parce que les alertes que vous donnez souvent, certains Burkinabés se posent des questions. Pourquoi davantage continuer à ternir l'image d'un pays qui veut montrer au reste du monde qu'il est stable et que tout va bien, qu'on peut venir visiter, entre autres? Bien sûr, sauf que clairement, si je disais à mes compatriotes, allez dans le Soum, allez vous promener et vous verrez, c'est magnifique le Sahel, et passez-y des nuits à la belle étoile parce que c'est de toute beauté, je pense que ce ne serait pas très raisonnable. Moi, je me rappelle qu'au moment où j'ai été nommé à Djibouti, j'ai un de mes amis qui a vécu dans votre pays il y a une quinzaine d'années, qui m'a dit « Ah, tu vas voir, tu vas passer des soirées, des nuits dans le Sahel, c'est magnifique, c'est de toute beauté, les gens sont super agréables, très accueillants, c'est merveilleux, etc. » Et je lui ai dit « Ben non, parce que la situation sécuritaire n'est pas très bonne, je crois que je ne vais pas pouvoir y aller très souvent, et en tout cas pas comme un touriste libre, comme c'était possible il y a 15 ans. » Mais on espère, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est pour ça aussi qu'on travaille avec les autorités burkinabées, avec les armées burkinabées et maliennes. C'est pour que cette menace puisse être éradiquée et que de nouveau, tout le monde puisse circuler librement et en sécurité. Est-ce qu'en tant qu'ambassadeur de France au Burkina Faso, aujourd'hui, vous avez l'ambition, avec notamment tous les dispositifs sécuritaires qu'il faut pour aller faire un tour dans cette partie, pour évaluer effectivement donc la situation sur le terrain? Oui, j'ai tout à fait l'intention d'y aller. Avec tous les risques que cela, bien sûr, comporte. Si vous voulez, quand je suis allé à l'Anfiera, par exemple, j'ai été accompagné par les forces de sécurité burkinabées, par la gendarmerie burkinabé. Donc, si vous voulez, je sais que les autorités du Burkina Faso font remarquablement leur travail pour assurer, lorsqu'il y a des déplacements comme ça d'ambassadeurs ou d'autorités, ils font remarquablement leur travail pour assurer la sécurité. Donc, je pense que c'est important que l'ambassadeur de France aille dans des zones justement qui sont réputées dangereuses. D'abord pour montrer que même si elles sont réputées dangereuses, il y a une volonté de la France de faire en sorte qu'à terme elles ne le soient plus. Et puis aussi, et surtout, pour prendre connaissance des choses, pour voir les acteurs, pour discuter avec les dirigeants, que ce soit les maires, les préfets, les gouverneurs de province, les chefs traditionnels, les chefs religieux, des entrepreneurs, voire des organisations de la société civile qui travaillent dans ces régions-là pour mieux comprendre les choses. Ensuite, moi, je peux dire à Paris, bon, je suis allé dans telle région, j'ai vu telle et telle chose, peut-être qu'on pourrait changer la couleur de la carte, etc. C'est pas moi qui prends la décision, la décision est prise à Paris, mais c'est moi qui propose. Oui. Bien entendu, monsieur l'ambassadeur de France au Burkina Faso, il y a également cet aspect très important donc, de la coopération. Est-ce qu'au niveau même des ambassadeurs qui sont accrédités au Burkina Faso, vous en parlez régulièrement, la question de la sécurité du Burkina Faso? Oui, on en parle beaucoup, on échange des informations pour savoir si on a tous la même compréhension de ce qui se passe, si on a tous les mêmes informations. Ensuite, la même analyse, la même compréhension de la réalité des faits. Oui, la tendance qui se dégage, c'est quoi? Est-ce qu'il faut s'alarmer? Il faut avoir de l'espoir? Alors, s'alarmer, ça ne sert à rien. Quand on est paniqué, quand on a peur, on ne fait que des bêtises. Donc, il faut être serein, mais lucide. C'est-à-dire bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions. En l'occurrence, ce que nous pouvons faire, nous, en matière de coopération, c'est soutenir les forces burkinabées, les forces armées, mais également la gendarmerie, la police, tout ça, de toute façon, toujours, évidemment, à la demande des autorités burkinabées, pour renforcer leur capacité de réponse, parce qu'il y a une menace immédiate à laquelle il faut répondre, et puis ensuite, il y a la reconstruction de la confiance dans le Nord, d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire ça, mais si vous voulez, permettre de nouveau que tous les services de l'État puissent de nouveau faire leur travail correctement dans le Nord. On voit correctement et en sécurité. Et on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque les professeurs ont très peur. Entendu, ont quitté la zone et tout ça. Bien sûr, ils ont peur.
Alors, on sait également qu'on parle beaucoup dans le cadre de la lutte contre le terrorisme de la collaboration des populations avec les forces de sécurité. Dans votre pays, c'est un exemple qui marche très bien. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez l'habitude de faire des recommandations aux autorités burkinabées pour mieux aider les populations à savoir qu'il est important de collaborer à ce qu'on puisse démanteler aujourd'hui ces réseaux de bandits? Je pense que c'est effectivement un élément très important. Malheureusement, contrairement à ce que vous avez dit, je crains que dans mon pays, ça soit la collaboration entre les forces de sécurité, police ou gendarmerie, et la population. Je ne suis pas sûr que cette collaboration soit si forte. J'aimerais bien que ça soit... Oui. Parfois, ça pourrait être mieux. Mais je pense que dans votre pays, et particulièrement dans cette région-là, c'est le plus important. Mais que font les terroristes? Ils menacent les gens en leur disant, si tu dis que tu m'as vu, que je suis avec des armes, etc., je te menace et donc tu risques d'avoir... Il y a des témoins même qui ont été tués, donc bien sûr, il faut avoir le courage de dire les choses. Absolument, absolument. Mais c'est ça, terroriser, c'est ça, c'est faire peur. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils font peur aux gens. Vous voyez, ils ont tué quelques personnes et ça suffit pour que tous les professeurs s'en aillent, ou aient envie de s'en aller, pour ceux qui ne sont pas partis. Et ceux qui ne sont pas partis ont peur. Bon, il y a peut-être des gens qui sont plus courageux ou qui se sentent mieux protégés, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Avec très peu d'instruments, très peu d'actions même, on peut faire peur à tout le monde. C'est ça l'objectif des terroristes. Pour vous, l'alternative, ça peut être exactement la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? Je ne vois pas d'autre alternative, je ne vois pas d'autre solution que de commencer par la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est une arme, c'est un instrument de guerre. C'est un outil, c'est un moyen de se battre. C'est, comme on dit, c'est l'arme du pauvre, c'est l'arme du faible. Et le faible, il est lâche aussi, il s'en prend à la population. Et il ne fait pas vraiment la guerre, il va tuer, menacer des populations qui sont désarmées, des populations civiles, de préférence. Ou bien il va attaquer un poste de police, un commissariat, un poste de gendarmerie, un poste militaire, à un moment où le poste n'est pas en mesure de se défendre. Donc, son objectif, c'est de faire peur. Donc, la première chose à faire, c'est de renforcer les forces de sécurité. Lorsque les forces de sécurité elles-mêmes ont peur, tout le reste de la population a peur. Lorsque les forces de sécurité ne sont pas en mesure de répondre aux actes terroristes, ou de les empêcher, toute la population a peur. Donc la première chose à faire, c'est de renforcer les forces de sécurité. Comme ça, elles pourront empêcher les terroristes de nuire. Ce qui permettra à la population de retrouver confiance dans la possibilité de vivre normalement dans ces provinces qui sont aujourd'hui menacées. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec le maire d'une ville de cette région-là, qui m'a expliqué que le commerce avait été divisé par deux. Donc, le commerce, les activités économiques. Les activités économiques de façon générale. Exactement. Donc ça, c'est catastrophique. Parce que les gens sont tous dans une situation économique, du coup, très grave. Il faut donc d'abord redonner la confiance. Et donc, pour redonner la confiance, il faut que les gens aient d'abord la sécurité. Alors, parlant toujours des relations entre le Burkina Faso et la France, ça ne s'arrête pas qu'au terrorisme. Il y a d'autres activités également qui sont faites. Je voudrais qu'on fasse une escale à présent donc, sur la contribution de l'Agence française de développement donc, pour le désenclavement des quartiers périphériques. C'était un projet assez intéressant. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez eu un état des lieux de la mise en œuvre de ce projet important pour la capitale burkinabé? Oui, alors il y avait une délégation de l'Assemblée nationale française qui est venue au mois de janvier, à qui on a fait visiter justement certaines réalisations du plan de développement durable de la ville de Ouagadougou, le premier, donc avec un désenclavement de certains quartiers qui était l'objectif, donc construction de routes plus larges, élargissement de routes, adduction d'eau, canalisation d'égouts, etc. Construction même de toilettes. Absolument. Construction de toilettes, construction de centres médicaux. Donc il y a tout un certain nombre de choses qui ont déjà été réalisées. Et puis dans le cadre du programme de développement durable de la ville de Ouagadougou, numéro 2, l'Agence française de développement va octroyer un crédit
80 millions d'euros, ça fait 150 milliards de francs CFA, pour justement un certain nombre des projets que la ville de Ouagadougou veut mettre en œuvre, donc pour l'amélioration des axes routiers, les échangeurs, et puis des constructions de ce qu'on appelle, enfin la création de ce qu'on appelle d'autres centres. Donc il y a le centre de Ouagadougou, on va en créer d'autres d'une certaine façon pour aider certains quartiers à devenir de nouveaux centres, en quelque sorte, pour éviter que tout le monde vienne dans le centre de Ouagadougou. Donc ça permettra aux gens d'avoir des écoles, des quartiers périphériques. Ça permettra à des gens d'avoir à proximité de chez eux des écoles, des lycées, des dispensaires, des commissariats de police, des marchés, des gares routières, etc. Donc l'idée c'est ça. Ça c'est un projet qui est de la ville de Ouagadougou. L'Agence française de développement n'apporte que son expertise sur certains points et puis l'argent des Français. Alors vous avez parlé de 50 milliards, c'est énorme. Quel est le mécanisme que vous comptez mettre en place aujourd'hui pour que véritablement les populations puissent vraiment bénéficier de ces investissements que la France veut faire pour le Burkina Faso? Écoutez, simplement le fait de financer ça, on espère que ça va aider à la situation, à améliorer la situation des gens de la ville de Ouagadougou. Je pense que les Ouagalais, dans quelques années, pourront voir les résultats de ce projet qui n'est pas encore commencé. Bien entendu, c'est la phase 2. Voilà. Mais il y a aussi d'autres projets qui sont financés par l'Agence française de développement. Il y a le barrage de Ziga, donc qui sera bientôt inauguré, je crois que c'est au mois de mai-juin, qui devrait être une aide très grande à la ville de Ouagadougou pour continuer à avoir de l'eau pendant la saison la plus chaude. Je comprends que ça commence bientôt, je suis un peu inquiet, mais enfin bon, on m'a dit qu'il faisait très très chaud vraiment. Ça c'est un projet important et je pense que les gens, quand ils vont se rendre compte qu'il y a moins de coupures d'eau ou pas du tout de coupures d'eau, là ils vont voir la différence par rapport à l'année précédente. Ou aux années précédentes. Les années précédentes, bien sûr. Il y a aussi un autre projet qui est financé par l'Agence française de développement, avec l'Union européenne d'ailleurs, qui est une centrale solaire à Zagtouli, qui n'est pas très très loin non plus de Ouagadougou. Ce sera la plus grande centrale solaire de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est quand même pas rien. Cette centrale solaire, elle devrait aider, alors il n'y a pas que la centrale solaire, mais il y a aussi l'interconnexion avec le Ghana qui envoie de l'électricité et la Côte d'Ivoire. Mais tout ça, ça devrait permettre peut-être d'éviter les délestages pendant la saison la plus chaude à Ouagadougou. Et de façon globale, tous ces investissements vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Alors, monsieur l'ambassadeur, il y a une question aujourd'hui qui retient l'attention au Burkina, c'est la délivrance des visas. Ils sont nombreux, les Burkinabés, qui se plaignent du fait qu'ils ne sont pas très bien accueillis au consulat. À votre niveau, est-ce que vous avez fait un diagnostic de la situation? Est-ce que vous avez ce retour d'information? Alors, vous savez, les gens ne se plaignent que quand ça s'est mal passé et ils ne viennent jamais dire quand ça s'est bien passé. La France donne tous les ans 11 000 visas. Au Burkina Faso? Au Burkina Faso, hein, je parle du Burkina Faso. Donc voilà. On en refuse à peu près 1000. Donc un peu moins de 10%. Ce qui est un taux très bas en Afrique. Ça veut dire que les Burkinabés viennent au consulat avec de très bons dossiers. Ça veut dire que voilà, les gens ne viennent pas en disant juste avec leur passeport, en disant « Ah, moi j'ai envie d'aller en France ». Non, ils viennent avec des dossiers qui sont bien constitués. Ça, c'est très important. Et du coup, ça permet que les gens, je vous dis 90% des gens ont satisfaction, ils ont leur visa. Donc, le problème, il existe. Bon, il y a des gens qui ne reçoivent pas leur visa. Parfois, parce que le dossier était tellement incomplet qu'on a cru que c'était une tentative de fraude au visa, enfin d'émigration clandestine. Il y a très peu de Burkinabés qui sont intéressés justement. Très peu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est relativement tranquille, parce qu'on sait très bien qu'il y a très peu de Burkinabés qui veulent immigrer illégalement en France. Mais malgré tout, parfois,
il y a des gens qui sont peut-être un petit peu exigeants sur la forme, je ne sais pas. Enfin, il peut toujours y avoir des problèmes. Je le déplore, hein, évidemment. Moi, ça m'arrive de recevoir des appels de telle ou telle personnalité en me disant « Ah, j'ai pas été très bien reçu. » Est-ce que vous avez, vous, ambassadeur, un moyen de pression aujourd'hui sur le consulat pour la délivrance d'un visa? J'aime pas l'idée d'avoir un moyen de pression sur le consulat, parce que le consulat fait partie de l'ambassade. Le consul est sous mon autorité, et donc la politique que mène le consul, c'est la politique qui a été décidée par la France. Et c'est pas depuis mon arrivée que les choses sont comme ça, c'était comme ça avant, et c'est la politique globale, je dirais, de la France. On essaye d'être efficace, strict, mais pas rigide. Je déplore évidemment si parfois des gens ont l'impression d'être mal reçus, ça peut arriver. Ça ne me revient pas très souvent aux oreilles, ça m'est arrivé qu'on me le dise, mais ça n'est pas si fréquent que ça. Si vous voulez, sur les 11 000 demandes de visa, je pense qu'il y a très peu de gens qui se plaignent vraiment, enfin qui ont des raisons de se plaindre d'être mal reçus. Pas 11 000 demandes, mais 11 000 visas. 11 000 visas. Alors, vous dites que le Burkina est un bon élève parmi donc les pays africains. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt, vous, ambassadeur, à plaider pour la cause du pays des hommes internes pour qu'on assouplisse un tant soit peu les conditions de délivrance des visas pour les Burkinabés? Vous savez, moi je peux plaider tout ce que je veux, ça ne servira à rien. La politique des visas, c'est une politique européenne. Nous avons un espace, l'Union européenne, vous savez peut-être, c'est pour une partie de l'Union, des 28 États membres de l'Union européenne, pour une partie d'entre eux, c'est un espace de circulation libre. Bon, ça veut dire que quand la France donne un visa à un Burkinabé ou à un Birman, le Burkinabé ou le Birman a le droit de voyager non seulement en France, mais dans tous les pays de l'Union européenne, ou en tout cas dans tous les pays de ce qu'on appelle l'espace Schengen. Donc, nous avons cette responsabilité-là, mais ça veut dire qu'en échange de cette responsabilité, si je puis dire, les autres États membres de l'Union européenne décident avec nous des règles qui doivent s'appliquer pour accorder un visa. Donc les documents, les délais, le nombre de mois, le nombre d'entrées, le nombre de mois de validité du visa, le nombre d'entrées possibles, etc. Tout ça, ce sont des règles générales qui ont été décidées en commun entre les États membres de l'Union européenne. Donc l'ambassadeur de France, il peut dire « Oh, on peut être plus cool pour les visas, pour les Burkinabés, parce que c'est des bons élèves. » Mais si les autres, si mon ministère à Paris et les autres États membres disent « Oh, ils ne connaissent pas le Burkina Faso, mais ils disent « Oh non, moi j'ai pas envie », on est un peu ça devient bloqué. compliqué. Ça devient plus compliqué. Il n'y a pas de possibilité de favoriser un pays par rapport à un autre. Alors, difficile. Dites-nous, monsieur l'ambassadeur de France, il y a ce débat également au Burkina Faso, le fait qu'il n'y a pas de vol direct Ouagadougou-Paris aller-retour, il faut souvent passer par Abidjan. C'est une question qui fâche naturellement les Burkinabés qui prennent aujourd'hui les compagnies françaises. Oui, absolument, vous avez totalement raison. Nous sommes le 9 mars. Dans 17 jours, vous ne me poserez plus la question. Parce que le vol Ouagadougou-Paris sera direct. C'est une exclusivité? Non, je l'ai déjà dit au président. Vous l'avez dit au président, mais ce n'était pas devant les médias. Alors, est-ce vous qui avez mené ce plaidoyer ou bien ce sont les autorités burkinabées qui ont mené ce plaidoyer? Tout le monde a travaillé dans le même sens. Vous savez, Air France, ils ont coupé leur vol direct il y a un peu plus d'1 an, après l'attentat, le très grave attentat de Ouagadougou. Mais ça ne leur plaît pas, parce que justement, les clients ne sont pas contents. Les clients ne sont pas contents du tout. Moi-même, je suis déjà rentré en France depuis que je suis arrivé ici. Faire Ouagadougou, Abidjan-Paris, c'est pas très commode. On dort mal, on a la nuit qui est coupée au milieu. Enfin bon, bref, je passe les détails. Et donc, personne n'est content de ce service-là. Et Air France voulait absolument trouver les moyens de refaire l'escale directe Paris, Ouagadougou, Paris. Et donc, ils ont réfléchi aux mesures de sécurité qu'ils voulaient prendre parce qu'ils ont été quand même très inquiets de l'attentat du Cappuccino. Et ils ont été d'autant plus inquiets que 2 mois auparavant, à Bamako, il y a eu un très grave attentat à l'hôtel Radisson Blu. Mais il y a eu Grand Bassam aussi à Abidjan. Ah oui, mais attendez. Je vous explique. Et à l'hôtel Radisson Blu, au moment de l'attaque, tout le personnel de l'avion d'Air France était dans l'hôtel. Et ils venaient d'arriver dans l'hôtel. Et donc, ça a beaucoup inquiété le personnel d'Air France qui s'est dit, dans les hôtels dans les 2 hôtels de ces 2 villes du Sahel, on a des risques.
Donc, il faut être sûr que la sécurité dans ces hôtels est assurée. C'est désormais le cas au Burkina Faso, c'est-à-dire que, voilà, on en a beaucoup discuté avec les autorités burkinabées qui ont fait un travail remarquable, je dois le dire, absolument incroyable, pour s'assurer que les conditions de sécurité seront bonnes pour que le personnel d'Air France soit accueilli correctement, enfin, pas correctement, mais dans les bonnes conditions de sécurité. Air France a évidemment fait son travail de son côté. Alors en tout cas, ça c'est à mettre à votre actif en tant qu'ambassadeur de France au Burkina Faso. Enfin. Vous pouvez vous enorgueillir sans doute. Oh, ça serait très exagéré parce que c'est vraiment un travail très, très commun qui a été fait par beaucoup de gens. Donc, Alors monsieur l'ambassadeur, il y a un débat aujourd'hui dans l'opinion africaine qui va au-delà du Burkina, le franc CFA. Beaucoup trouvent aujourd'hui que c'est le cordon ombilical qui reste entre la France et ses anciennes colonies. Est-ce votre avis? Non, pas vraiment. Je pense qu'il y a des liens beaucoup plus forts et beaucoup plus importants qui lie la France aux anciennes colonies d'Afrique que le franc CFA. Le franc, c'est une monnaie. C'est donc un instrument de paiement. Ça n'est pas grand-chose d'autre. Ça n'est pas un signe de... La monnaie, c'est pas forcément un signe de souveraineté. En France, nous avons une monnaie qui est commune avec une quinzaine d'autres pays européens. Il y avait le franc? Oui, il y avait le franc. Bon, voilà, maintenant il a disparu, le franc, en France. Nous avons l'euro, donc qui est une monnaie commune que nous gérons en commun. La banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest se trouve à Dakar. Donc c'est la banque centrale, la BCEAO, à Dakar, qui gère le franc CFA. C'est une monnaie africaine, en réalité. Elle porte le nom de franc, mais enfin bon... Mais cela dit, encore une fois, je veux dire... Est-ce que vous vous dites aussi, au même titre que certains experts, que c'est un faux débat dans l'opinion africaine aujourd'hui, l'abandon du franc CFA? Je suis pas un grand économiste, hein, donc je vais pas me comparer à des experts. Je suis pas sûr que ce soit le débat le plus important. Peut-être que la monnaie est surévaluée, ça j'en sais rien. Peut-être que d'un point de vue économique, c'est pas intéressant que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso aient la même monnaie. Je suis pas économiste, donc j'en sais rien. Peut-être au contraire, c'est très nécessaire. Peut-être que le fait d'avoir une monnaie un peu surévaluée, ça permet au Burkina Faso et à d'autres États de la région d'acheter leur pétrole, par exemple, moins cher. Mais je pense que c'est d'abord une question que les États et les pays qui utilisent cette monnaie doivent débattre entre eux. Si vous avez envie de changer de monnaie, vous en changez. Donc la France ne voit aucune objection à ce que le franc CFA disparaisse aujourd'hui? La question ne se pose pas pour l'instant. Moi, j'ai jamais entendu dire à Paris qu'il était question que le franc CFA disparaisse. J'ai jamais entendu aucun chef d'État dire il faut mettre fin au franc CFA. Je ne pense pas que ce soit la question du moment. Mais bon, le jour où ça se posera, je veux dire, vous êtes des États indépendants et libres. D'ailleurs, pardon, mais il y a des États qui ont quitté le franc CFA, comme votre voisin malien, et puis qui est revenu après. Donc, sans doute que le Mali, c'était dans les années 80, hein, c'était il y a longtemps, mais sans doute que le Mali a cru avoir une plus grande souveraineté à l'époque. Et puis en fait, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout une question de souveraineté, mais que c'était une question économique, la monnaie, et que, au fond, c'était mieux d'être dans la même monnaie que tous les États de la région. Alors parlons à présent de l'Europe. Qui dit France dit Europe. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la montée de l'extrême droite dans la plupart des pays européens aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Il faut toujours s'inquiéter quand les extrémismes deviennent puissants. Parce que d'abord, ils risquent d'arriver au pouvoir, non? Et puis ensuite, parce que le fait que les extrémistes deviennent puissants et nombreux, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors on sait qu'il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes dans toute société. Le nationalisme est en train de prendre le pas. Aussi, dans toute société humaine, il y a des problèmes, donc c'est normal qu'il y en ait. Mais parfois, l'impression que peuvent avoir les citoyens que les problèmes ne sont pas réglés pendant des décennies fait que les hommes politiques qui proposent des solutions qui paraissent simples, qui en réalité sont simplistes, eh bien ces hommes politiques-là gagnent de la notoriété. Ces hommes politiques gagnent en crédibilité, alors qu'ils racontent en général n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui du côté américain où on avait Donald Trump qui était un grand inconnu de la classe politique, qui n'est pas un vieux de la vieille, qui finalement arrive au pouvoir parce qu'il a prêché le rêve américain?
En Europe, ça commence à prendre. Oui, on peut voir ça comme ça. Moi, je n'y avais pas pensé, mais on peut dire qu'il a prêché le rêve américain. Il a prêché une forme du rêve américain qui est un peu curieuse parce que elle est quand même, c'est une forme du rêve américain fermé. Alors c'est vrai qu'il y a eu une période où les États-Unis étaient très fermés. Il y a eu plusieurs périodes d'ailleurs où les États-Unis étaient très fermés, mais depuis le milieu du 19e, il y a eu quand même surtout des périodes où les États-Unis étaient très ouverts. Surtout à la fin du 19e et puis à partir des années 50, les États-Unis étaient très ouverts à l'arrivée de qui voulait, en quelque sorte. Je vous pose la question parce que les dirigeants européens se sont inquiétés des prises de position de Donald Trump. On a vu le président français François Hollande qui a clairement dit qu'il fallait que l'Europe s'assume. Oui, parce que dans les déclarations du président et plus encore du candidat Donald Trump, il y a eu des propos très inquiétants sur l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc, dont la plupart des États de l'Union européenne, les États-Unis et le Canada sont membres, et qui assure d'une certaine façon la sécurité de l'Europe. Et Donald Trump a menacé en quelque sorte, enfin il n'a pas vraiment menacé de quitter l'OTAN, mais il a dit que c'était une vieille organisation, qu'elle n'avait plus tellement d'intérêt, etc. Or, notre lien avec les États-Unis est très ancien, il date donc surtout de la Deuxième Guerre mondiale, mais même plus ancien que ça. Et notre lien stratégique, lui, date de la Deuxième Guerre mondiale et de la création de l'OTAN. Et nous avons considéré depuis 70 ans avec les Américains que nous devions régler ensemble les crises du monde. Alors les Américains les règlent plus que nous, ils s'y impliquent plus que nous, mais aussi que nous devions assurer ensemble la sécurité de l'Europe parce que les Américains considéraient que ce qui se passait en Europe les concernait directement. Quand le président américain dit pas très intéressant ce truc-là, l'OTAN, là on peut s'inquiéter. Certains acteurs politiques français s'en sont fait l'écho des propos. Ah oui, alors vous avez même vous avez des acteurs politiques français qui d'abord sont très nationalistes comme Trump, qui sont contre l'immigration comme Trump et qui estiment aussi que l'OTAN n'est pas une L'Europe est en autre train chose. de fermer ses frontières. Alors, la crise des migrants, on en parle aujourd'hui. C'est vrai, oui, sauf que c'est vrai. Enfin, la crise du migrant est moins forte aujourd'hui qu'elle l'était en 2015 surtout. Mais la question sécuritaire en Europe est importante. Nous avons des voisins à nos portes qui ne sont pas très amicaux, que ce soit la Russie ou la Turquie. Il y a des menaces un peu plus lointaines qui nous blessent directement, comme les attentats terroristes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont fomentés, organisés par des terroristes situés en Syrie ou en Irak. Avec des Français même qui aujourd'hui... Oui, avec beaucoup de Français qui sont là-bas, qui sont des combattants français, ce qui nous inquiète évidemment beaucoup, parce que le jour où ils rentreront en France, comment faire pour qu'ils se réinsèrent de nouveau dans la société de façon pacifique? Bon, ça c'est des problèmes. Ce sont des questions importantes. Difficiles. Alors, Monsieur l'ambassadeur, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Oui, alors, vous êtes au Burkina Faso, ça fait maintenant quelques mois. Qu'est-ce que vous a le plus épaté? Ce sont les grèves, comme en France, ça se passe actuellement là? Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça m'a assez frappé. Ça fait presque 6 mois que je suis au Burkina. Oui, ça c'est vrai que ça m'a beaucoup frappé. La grève, c'est un instrument de pression qui est parfaitement légitime, je ne remets pas ça en cause, qui est particulièrement légitime, mais souvent nuisible au développement d'un pays. Qui est parfaitement légitime face à un employeur privé qui se comporte très mal. C'est-à-dire qui impose des cadences infernales, qui ne paye pas ses agents ou très mal, etc. etc. C'est le moyen ultime de pression qu'a un employé ou qu'ont des employés d'une entreprise. Il y a des pays, ce n'est pas le cas de la France, il y a des pays qui interdisent la grève pour les fonctionnaires, pour les agents de l'État, parce qu'ils considèrent que l'employeur des agents de l'État, ce sont les citoyens. Et que donc, les fonctionnaires qui font grève, lorsqu'ils font grève, ils font pression sur les gouvernements du jour pour obtenir plus de la part de leurs propres concitoyens. Encore une fois, ce n'est pas le cas de la France. En France, nous avons le droit de grève
pour les fonctionnaires aussi. Vous avez des pays où les agents de l'État sont des agents qui sont très maltraités, qui ont des salaires de misère, qui sont... Voilà. Bon. Vous en avez d'autres où les agents de l'État sont plutôt bien traités. Nous sommes toujours dans les cas généraux. Parlons spécifiquement du cas du Burkina Faso. Quelle est l'impression que cela vous donne? Avec tout ce que je viens de vous dire, oui, vous pouvez tirer des conclusions directement vous-même pour le Burkina Faso, je pense. Vous ne voulez pas vous en parler sans doute? Non, bien sûr que non. Obligation de réserve, hein, non, de pas avoir titre d'ambassadeur. c'est surtout, oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit d'une question burkinabé. Bien entendu. Je ne crois pas que ça soit à moi de dire le gouvernement s'y prend mal, le gouvernement s'y fait ça très bien, etc. Alors, ils sont nombreux les jeunes Africains qui nous regardent actuellement. Vous, ambassadeur de France au Burkina Faso, si vous avez un message à tous ces Africains qui ont l'ambition de traverser la Méditerranée pour aller en Europe parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado, qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Ah, je pense que c'est pas l'Eldorado, l'Europe. Franchement, pas, non. Non, vivre en Europe, d'abord, c'est pas forcément si facile que ça. Parce que nous sommes des sociétés peut-être un peu fermées, mais peut-être aussi parce qu'elles sont un peu vieillissantes. Nous sommes des sociétés extrêmement, comment dire, réglementées, où donc tout est compliqué d'une certaine façon, surtout quand on vient de l'extérieur, où le droit, la réglementation, l'administration ont pris une dimension telle que c'est difficile d'une certaine façon d'être un entrepreneur, surtout quand on vient de l'extérieur comme ça. C'est pas du tout l'Eldorado. Je dis pas que la vie soit horrible en France, hein, comprenez-moi, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que vivre à l'étranger, c'est toujours difficile. Je sais de quoi je parle, c'est mon métier, c'est ma vie. Je vis à l'étranger depuis 25 ans, avec des périodes en France. Or, je vis dans des conditions extrêmement privilégiées, puisque je suis diplomate, aujourd'hui je suis ambassadeur, mais avant j'étais jeune diplomate, c'est un statut particulier, etc. Bon, et malgré tout, c'est toujours difficile de vivre à l'étranger. Parce que c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes odeurs, c'est pas les mêmes tenues vestimentaires, c'est pas la même nourriture, tout est différent. Quand vous arrivez dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, tout est différent. Et c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Même quand on arrive, voilà, moi j'arrive ambassadeur de France ici, j'ai une résidence qui est très belle, dans un pays qui est très agréable, etc. Les gens sont extrêmement gentils, extrêmement accueillants ici. Et malgré tout, c'est difficile de s'y habituer. Donc, si vous partez sans rien, alors, l'avantage des Burkinabés qui vont en France, c'est qu'ils parlent la langue. Mais si vous partez dans un pays dont vous ne connaissez pas grand-chose, le choc va être très grand, surtout si vous n'avez même pas de travail. De toute façon, les Burkinabés n'émigrent pas beaucoup en Europe. C'est beaucoup plus vrai des Maliens ou des Sénégalais. Merci. Mais la recommandation que vous avez pour ces jeunes Africains, c'est laquelle? Préparez votre départ. Si vous voulez vraiment partir, apprenez où vous voulez aller et pourquoi faire. Il ne faut pas y aller en se disant « je trouverai bien sur place ». Il faut savoir ce qu'on veut faire en Europe. Et puis l'Europe, c'est vague et c'est vaste. Les pays d'Europe sont tous différents, avec tous des cultures différentes. Moi, j'ai vécu en Bulgarie, qui est un pays européen, mais quand même très différent. La France. Alors, en 30 secondes, vous avez encore peut-être 3 ans à passer au Burkina Faso. Oui. Qu'est-ce que vous comptez laisser au pays des hommes intègres au moment de votre départ? Ah, ça, c'est vraiment difficile. Vous savez, un ambassadeur, un diplomate en général, c'est quelqu'un qui travaille sur le très long terme. Donc, on est une chaîne de diplomates et on est juste, quand on est un ambassadeur ou un diplomate, on est juste un chaînon de la chaîne, un maillon. Donc, on fait en sorte que la relation bilatérale se poursuive, s'améliore, s'approfondisse. J'aimerais franchement que, après mes 3 ans ici, que les Burkinabés soient persuadés que les Français ne sont au Burkina Faso que pour renforcer nos liens et pas du tout parce que nous avons une nostalgie coloniale. Voilà qui est bien dit. Merci bien, monsieur l'ambassadeur. Merci. À tous ceux qui nous ont suivis sur les antennes de la télévision Burkina Info, ainsi prend fin l'entretien de ce jour avec l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes.